Il y a un avant et un après Seoksang. Avant de jouer à Seoksang, j'avais une certaine façon de me battre dans les jeux vidéo. Mon style était plutôt nerveux, très dans l'attaque. J'exploitais les faiblesses élémentaires des ennemis pour faire plus de dégâts. L'eau contre le feu, par exemple. J'augmentais le niveau de mon personnage en gagnant des points d'expérience. Bien sûr, j'utilisais aussi des méthodes de défense, comme les roulades pour esquiver, mais mon but restait de prioriser l'attaque. Je prenais parfois beaucoup de dégâts, j'avais donc besoin d'un stock de potions. J'appréciais aussi tendre des pièges ou les attaques surprises. Par exemple, en arrivant par les airs dans Zelda Breath of the Wild ou en me cachant dans The Long Dark avant de décocher une flèche. Mais avec Seoksang, mon style de combat, qui est pourtant le même depuis très longtemps, s'est enrichi. Ça m'a donc intriguée et j'ai voulu analyser ça. J'ai trouvé 4 raisons principales à cette évolution. Les mécaniques disponibles, la configuration des arènes, Hornet et sa personnalité, et la mise en scène. Je vous propose d'aborder ces points dans l'ordre. La vidéo contient des spoilers. Les mécaniques disponibles. Dans Seoksang, toutes les mécaniques ne sont pas accessibles immédiatement. Au début du jeu, les mouvements sont limités. Pas de dash, ni de double saut ou de parade. Et bien souvent, avant même de rencontrer un boss, on doit d'abord réussir à passer une étape de plateforme. Seoksang introduit rapidement un mouvement de pogo en diagonale qui est important pour arriver jusqu'au combat en plusieurs vagues à la fin du sentier du chasseur. Comme je n'ai pas l'habitude des jeux de plateforme exigeants ou des Metroidvania, ça m'a demandé de consacrer du temps à l'apprentissage des mouvements de base. Au début du jeu, pour réussir les combats ou les étapes de plateforme, j'ai dû gagner en précision et contrôler mon timing. Apprendre à être au bon endroit, au bon moment. Et parfois, la meilleure solution dans mon cas était de ne pas bouger pendant les attaques. Car j'ai du mal quand l'arène est saturée d'informations visuelles. C'était donc plus pertinent d'attendre que l'arène devienne plus lisible avant d'attaquer. C'était un enseignement contre-intuitif pour moi. Parfois impatiente, j'ai du mal à rester statique, surtout quand je vois des projectiles, des flammes ou des explosifs qui me donnent naturellement envie de bouger pour mieux attaquer. En analysant mes défaites et mes victoires, j'ai aussi mieux compris ma façon d'apprendre. Fuir n'était pas la solution non plus. Ça allongeait artificiellement la longueur des combats pour peu de coups donnés. Et surtout, ça impactait négativement mon apprentissage qui demandait de se confronter un minimum au boss pour mieux comprendre ses patterns et comment y répondre. De plus, l'esquive à outrance et la fuite ne permettent pas de récupérer de la soie, indispensable pour se soigner ou pour utiliser une capacité. Avant Seoksang, je vous disais que j'avais l'habitude d'utiliser des potions ou des soins et que donc je pouvais me permettre de prendre des dégâts importants. Dans Final Fantasy VII Remake, par exemple, les potions sont facilement accessibles et peuvent être possédées en grande quantité. Dans Seoksang, la soie est une ressource précieuse, limitée. Je ne pouvais pas me reposer dessus comme un backup toujours disponible. Je devais l'intégrer dans une stratégie plus globale, choisir entre le soin ou les dégâts que je pourrais infliger grâce à une capacité de soie. Les fragments de bobine et l'extenseur de bobine permettent d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, mais il faut tout de même utiliser la soie de manière intentionnelle et calculée. J'ai aussi travaillé sur ma façon de voir les ennemis. Peu à peu, au lieu de les voir comme des menaces, je les ai vus comme des éléments de plateforme sur lesquels il faut rebondir. Leurs attaques devenaient alors de simples obstacles à éviter. Les étapes de plateforme dans le jeu ont comme servi d'entraînement pour améliorer mes performances lors des combats. En opérant cette transformation dans ma vision des choses, j'ai pu gagner en patience et découvrir une façon de m'amuser différente. Plutôt en misant sur l'agilité et la précision que sur la maximisation de la puissance de frappe. J'ai alors passé beaucoup de temps à me battre dans les airs, les pogos devenant l'un de mes mouvements favoris, et m'offrant une quasi-immunité contre certains ennemis si j'arrivais à bien les exécuter. Ainsi, mes mouvements les plus efficaces tout au long du jeu n'ont pas forcément été les plus puissants, mais ceux que je pratiquais et donc que je maîtrisais le mieux. Comme je ne peux pas augmenter le niveau du personnage, j'ai dû augmenter mon propre niveau. Il y a certes des améliorations qu'on peut apporter à l'aiguille, mais ça ne dispense pas de devenir meilleur. J'utilise souvent des mouvements basiques disponibles depuis le départ, comme frapper puis revenir immédiatement en arrière, sauter à la bonne hauteur pour éviter d'être blessé par le bas du corps d'un ennemi, m'arrêter juste avant un ennemi au sol pour porter des coups sans prendre de dégâts. Combien de fois ai-je perdu de la vie parce que dans mon imaginaire, un ennemi qui est à terre, c'est un ennemi vulnérable qui ne peut pas me blesser. On en revient donc à la précision. Même lorsque l'ennemi est vulnérable, j'ai dû rester concentré, ne pas me laisser aller à l'euphorie et courir à fond, ne pas en vouloir trop. Évidemment, une fois qu'on connaît très bien le jeu et le boss, on peut prendre des libertés et plus de risques. Mais lorsqu'on est en phase d'apprentissage et que le run-back est particulièrement pénible, on évite.
Au fil de la progression, les capacités, outils et emblèmes permettent d'affiner son style de combat, et même de s'éloigner un peu de la précision que je décrivais juste avant, qui est très présente au début du jeu. J'aurais donc pu revenir au style de combat plus agressif dont je vous parlais en introduction, en utilisant l'emblème de la bête par exemple, pour maximiser ma puissance. Mais je ne l'ai pas fait. Ma vision des choses avait déjà changé. Silksong m'a fait développer un attachement émotionnel à la précision enseignée initialement, lorsque je n'avais que l'emblème du chasseur et mes larmes pour maîtriser le pogo en diagonale. Cet apprentissage, exigeant mais gratifiant, a continué d'influencer mes gestes, mes stratégies, plaçant la précision comme guide et comme phare. J'avais découvert une nouvelle façon de m'amuser. J'éprouvais une grande satisfaction à chaque esquive et je voulais savoir jusqu'où ça pouvait me mener. Guidé par cet objectif, j'ai développé mon sens de l'observation. Les patterns des ennemis et des boss étant prévisibles, je m'appliquais à les mémoriser pour mieux les exploiter à mon avantage. Une fois maîtrisé, le combat devenait alors magique, comme si mes mains réalisaient les actions automatiquement. Le moindre bruit, la moindre animation qui indiquait que telle ou telle attaque allait arriver déclenchait le bon réflexe pour esquiver et porter des coups à l'ennemi. C'est assez incroyable à vivre, surtout quand on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver au début. Mais à chaque nouveau combat, on s'améliore jusqu'au point de bascule où le rapport de force s'inverse, où Ornette cesse d'être une proie pour reprendre pleinement son rôle de chasseuse. À force d'observation, d'essais et d'erreurs, j'ai personnellement réussi à vaincre mes ennemis grâce à une combinaison de facteurs plutôt qu'à une recette magique. J'ai principalement alterné entre les emblèmes du chasseur, du faucheur et du vagabond selon mes besoins. L'emblème du vagabond se rapprochait peut-être le plus de mon style de combat avant de découvrir Silksong, mais je ne l'ai pas utilisé de façon ultra agressive. Je l'équipais surtout pour gagner en vitesse face à des ennemis particulièrement rapides. Le faucheur, quant à lui, me permettait de mieux maîtriser mes pogos pour combattre des ennemis volants par exemple. Le chasseur, avec son pogo en diagonale, m'a particulièrement servi contre Lace ou Fantôme. Chaque emblème a ses forces et ses faiblesses, affectant la vitesse de Ornette, ses mouvements, les outils qu'elle peut équiper. Changer d'emblème, c'est donc aussi adapter sa stratégie en conséquence. Mais la précision qu'on évoque depuis le début me restait chère et continuait de guider mes choix, quel que soit l'emblème utilisé. Je sais bien qu'il y a des méthodes de cheese qui permettent d'adopter un style plus agressif et bien moins précis. Mais dans mon cas, j'ai plutôt opté pour une progression classique, où j'essaye de me battre comme le jeu l'a prévu. Je ne vais donc pas aborder ces méthodes dans cette vidéo. Je ne vais pas non plus parler des autres emblèmes, ne les ayant que peu utilisés, même si j'ai pu les obtenir au cours de ma partie. Je pense que j'étais tellement focalisée sur l'idée de précision, qu'utiliser énormément d'outils ou de compétences de soi puissantes m'a peut-être moins attirée dans mon aventure dans Silksong. La configuration des arènes. Les arènes sont fixes, limitées dans l'espace. Au fil du combat, j'apprenais à identifier les zones de danger et les zones où me mettre en sécurité. Ces zones changent en fonction des attaques et des phases du boss. Des indices environnementaux, comme des débris qui tombent, avertissent de l'arrivée de certaines attaques. Ces configurations d'arènes incitent à la précision, car parfois, les zones où on peut se mettre à l'abri, pour se soigner par exemple, sont limitées. Il faut aussi s'adapter au type d'arène. Certaines permettent de faire tomber les ennemis en dehors du terrain pour leur causer des dégâts, mais ça veut dire que vous aussi, vous pourriez être éjecté. D'autres arènes sont évolutives, comme contre la 4e chorale, où vous devez anticiper sur quelle plateforme sauter pour ne pas tomber dans la lave. On est en plus limité par les capacités de Ornette. Parfois on se bat contre des ennemis qui savent voler ou qui peuvent plonger dans les eaux polluées de Bilsak sans problème. Et on doit composer avec ces ennemis qui ont un avantage sur nous, car leur capacité les aide à naviguer dans l'arène avec aisance. C'est logique puisqu'on rencontre les ennemis dans leur biome, sur leur territoire, et donc ils y sont adaptés. Ornette est en vérité une intruse sur des terres ennemies. Le combat de boss est d'ailleurs souvent présenté symboliquement comme un piège duquel seul le vainqueur peut s'échapper à l'issue d'un duel mortel. Au début du combat, les extrémités de l'arène se ferment avec des portes, des lianes ou d'autres éléments de l'environnement. L'arène est spécifique au combat du boss qu'on affronte. Contrairement à un jeu en monde ouvert où vous pouvez bouger librement pour appâter l'ennemi dans un endroit qui serait plus à votre avantage. Dans Silksong, le terrain est ce qu'il est et c'est à vous de vous adapter. Apprendre la configuration de l'arène et la façon de l'exploiter a souvent été très important dans mes victoires. Surtout au niveau des toutes petites arènes avec des boss démesurés où il fallait calculer précisément ses déplacements pour ne pas subir trop de dégâts et attaquer efficacement. Ornette et sa personnalité. En plus des mécaniques, la personnalité de Ornette et l'histoire du jeu m'ont naturellement conduite à une vision du combat différente. Ornette est présentée comme une chasseuse rapide traquant sa proie. Son arme, une aiguille, est un symbole de cette précision létale. Pour cette raison, j'ai une affection toute particulière pour l'emblème du chasseur, qui est le premier qu'on nous donne et qui résonne bien avec sa personnalité. La maîtrise, plutôt que mon style de combat habituel assez brutal, me paraissait plus cohérente avec son personnage et sa mission. Ornette est toujours très digne face à ses ennemis, même lorsqu'elle leur ôte la vie. Elle reste très respectueuse dans les mots qu'elle choisit et dans le ton qu'elle utilise, ce qui a influencé ma vision des combats.
Je vous disais plutôt que ça m'amusait de faire des attaques surprises, mais dans Seok-Sang, ce n'est pas tout à fait cette philosophie. Dans Seok-Sang, quand le combat débute contre un boss, il débute de façon officielle et très claire. Et il y a même parfois un dialogue avant de commencer. C'est comme s'il y avait un code d'honneur entre guerriers et guerrières et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Quand je me suis battue contre Lace dans l'acte 2, j'ai utilisé des pointes d'acier, mais je l'ai regretté, car j'ai trouvé que ça avait rendu le combat trop facile. Je m'étais dit que si j'avais su que ses points de vie n'étaient pas très élevés, je l'aurais fait à l'aiguille uniquement. Ou au moins j'aurais utilisé moins de pointes d'acier. C'est comme si j'avais trahi ce code entre guerriers et guerrières, alors que les outils sont dans le jeu et qu'ils sont faits pour être utilisés. J'ai trouvé ça drôle comme sensation, puis j'ai instinctivement établi mon propre code d'honneur. J'ai décidé de ne pas utiliser trop d'outils pendant les premiers combats pour mesurer la difficulté du boss. Une fois que j'ai une idée de la difficulté, j'ajuste l'utilisation de mes outils. Parfois, je m'empêchais de les utiliser avant la phase 2 ou 3 d'un boss. Et je m'autorisais les outils plus facilement si le boss lui-même en utilise ou s'il a des attaques à distance, car ça me semblait plus équilibré. La seule exception où je retrouve un peu mes tendances brutales, c'est quand un combat de boss ne me plaît pas, et j'avoue qu'il y en a eu quelques-uns. Ce n'est pas une critique envers le jeu, je pense juste qu'on a tous des sensibilités différentes et que certaines choses nous intéressent moins. La mise en scène. Chaque combat en arène dans Seok-Sang a sa propre mise en scène. Je trouve que les décors viennent donner le ton, comme sur une scène de théâtre où on attend les acteurs. Des éléments au premier plan et en arrière-plan situent le contexte et ce qui se joue lors du combat. Au tribunal des Corbeaux-Terres, dans l'acte 3, les nombreux ennemis visibles montrent la gravité de la situation. Contre Fantôme, la vue de l'orgue donne un côté dramatique et majestueux au duel. Les lumières éclairent l'arène de façon intentionnelle. Certains combats sont clairs, spectaculaires, comme contre Trobio ou Carmelita. D'autres sont à peine visibles, comme contre le péché originel, rendant l'atmosphère pesante, à l'image du bloc, prison où de nombreuses atrocités ont été commises. Les couleurs sont à l'image du biome. On retrouve le rouge ardent de la lave dans les quais profonds, le vert réconfortant, doux et naturel de Trefloria. Ce jeu sur les éclairages et les couleurs permet de transmettre une émotion et aussi un message subtil, sans mots, qui est lié au lore. Et parlons du rythme, du moment où les acteurs entrent en scène. Les boss font leur apparition de façon souvent spectaculaire, grâce à une animation de début de combat. Les animations sont aussi présentes pendant les attaques ou entre les phases. Les patterns fixes peuvent être mémorisés à tel point que mes gestes devenaient automatiques. J'ai été fascinée par mes mains qui semblaient se souvenir des contrôles à effectuer. Je me souviens, sans exagérer, que parfois mes mains répétaient les mouvements de Seok-Sang juste avant de m'endormir. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça s'est gravé jusque dans mes muscles. Et en général, le lendemain, je me souvenais et je maîtrisais bien mieux les contrôles à effectuer, la nuit m'ayant permis d'ancrer mon apprentissage. Et tout ça m'a donné l'impression d'une chorégraphie, qu'on répète jusqu'à l'exécuter à la perfection. Les boss n'étaient plus des ennemis, ils se transformaient en partenaires de danse, comme si leurs patterns étaient finalement des éléments d'une chorégraphie. C'est encore plus flagrant lorsqu'on se bat contre le duo mécanique ou le prince vert, où la référence à la danse est très nette. Les mouvements sont même annoncés de façon claire, puisqu'une ligne se dessine avant chaque attaque. La musique renforce cette impression qu'on est en train de danser. Elle nous inspire dans nos élans épiques, nous insuffle du courage. Les pogos réalisés dans les airs, que j'aime beaucoup utiliser, donnent un aspect théâtral et acrobatique au combat. La façon dont Hornet retombe, avec beaucoup de grâce, donne la sensation de regarder un spectacle. La musique s'adapte à ce qu'on vit et à ce qu'on fait. Et lors du dernier coup contre le boss, la scène passe au ralenti avec un feedback sonore bien spécifique qui rend la victoire reconnaissable et satisfaisante. Ce sont tous ces facteurs qui ont contribué à enrichir mon style de combat. Je dis bien enrichir et non remplacer, car je pense que mon style dépendra du jeu et de ce qu'il m'inspire. Et Seok-Sang m'a inspiré à jouer de façon plus précise et plus observatrice. Le jeu m'a demandé un effort d'adaptation, une plus grande maîtrise de moi-même, ce que peu de jeux m'avaient demandé jusque-là. Peut-être avais-je aussi envie d'incarner Hornet, calme en apparence, mais toujours d'une précision létale. Merci d'avoir regardé. Dites-moi, quels ont été vos plus beaux combats dans Seok-Sang ? Je prépare une nouvelle vidéo sur le jeu, je la mettrai à l'écran et en description quand elle sera prête. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.